Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique consacrée à la zone de libre-échange continentale africaine signée à Kigali au Rwanda, et c'est avec Safio Radji, expert comptable. Safio Radji, qu'allons-nous pouvoir échanger dans cette zone de libre-échange lorsqu'on sait que la plupart des pays africains ont des économies basées sur les exportations de matières premières? Écoutez, il se trouve que j'ai fait un travail il y a quelques années sur ce que pourraient être les leviers des échanges entre pays africains. Et le constat est le suivant. Il faut partir des produits de consommation courante. Il y a un certain nombre de produits de consommation courante qu'aujourd'hui le continent importe, qu'il faut essayer de trouver des solutions pour que ce soit de l'importation intra-régionale, à défaut de les produire soi-même. Les deux axes me semblent fondamentaux pour qu'on puisse parler vraiment de marché continental globalisé. Sinon, c'est un marché qui serait ouvert à l'extérieur, au sens où c'est les autres qui en profiteront et pas les peuples africains. Donc cet aspect identification des produits de consommation courante et mise en place de filières spécifiques pour y répondre, ça me paraît être un préalable. Et il y a un exemple que je dois citer, parce que ça m'avait vraiment frappé, du Sénégal, où le président Macky Sall a eu cette intuition de demander à ce qu'on réfléchisse à un projet qui lui permettrait de réduire les importations de riz, qui était le premier produit de consommation courante dans le pays. Beaucoup de spécialistes nous ont dit que c'est quasiment impossible. Et il est tombé sur un des membres de la diaspora qui avait déjà travaillé sur ce genre de problématique, qui a réussi à bâtir et proposer un projet qui a permis aujourd'hui au Sénégal d'importer beaucoup moins de produits venant de l'extérieur. Donc je cite cet exemple pour dire que rien que pour la production nationale et donc l'augmentation du PIB, la perspective du marché commun, c'est un levier pour qu'on développe tout de suite un certain nombre de stratégies qui permettent de se dire produire pour l'Afrique, ça doit être le premier objectif de chaque économie du continent africain. Et là se pose encore une fois la question de l'avenir de l'industrie de transformation sur le continent. À quel prix l'Afrique peut relever ce défi? Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que dans les instances internationales où on parle des projets de coopération internationale, qu'on en fixe à chaque fois une composante industrialisation. Il faut que ce soit une constante qu'on retrouve dans tous les accords de coopération, au niveau régional, au niveau continental et au niveau national. Que ce soit un des éléments qui permet de dire, de qualifier même la qualité d'un projet de coopération avec l'international. Parce que si on ne fait pas maintenant les transferts de compétences, les transferts d'expertise, les transferts de technicité et d'outils qui permettent de faire de la transformation, même de la pré-transformation sur le continent, je pense que le marché continental dont on parle est voué à l'échec. Ça sera juste un marché pour la commercialisation des produits venant de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va dupliquer ce que l'on fait comme importation aujourd'hui à l'échelle des pays, à l'échelle du continent. Ce qui serait la mort de nos économies d'une certaine manière. Parce que, à part l'exportation, on n'aura plus d'autres produits, d'autres projets qui permettent d'avoir du PIB. En revanche, si on a une stratégie d'industrialisation qui est à la hauteur, ça peut être une grande opportunité, cette perspective de marché, de commercialisation entre pays africains. Parce que les industries qui fabriqueront un certain nombre de produits de consommation auront à chaque fois des marchés élargis, des marchés beaucoup plus importants. Et la question de la taille du marché en économie, c'est un élément essentiel. Parce que quand vous avez un marché qui est réduit à l'échelon de nos pays, aujourd'hui, ça ne vous donne pas les mêmes capacités de développement, les mêmes capacités de faire des marches que quand vous avez un marché qui sera élargi, par exemple, à l'échelle de la CEDEAO où il y a 300 millions de personnes. Donc, c'est ça aussi la vision qu'il faut avoir, de se dire que désormais, après une phase de nos économies où on a basé nos économies sur les produits d'exportation qui sont des produits naturels, des matières premières, essentiellement des ressources naturelles. Ensuite, on a essayé de faire du développement basé aussi sur l'agriculture et des services. On doit désormais centrer nos économies sur l'industrialisation qui permet de faire en sorte qu'on puisse, dans un premier temps, accéder au marché dans les régions africaines et puis un jour au niveau du marché international mondial. Et il y a des pays africains qui le font déjà. Si vous allez au Kenya, l'industrie de la fleur, la production et l'exploitation de la fleur, elle existe déjà depuis des années parce qu'ils ont su trouver une approche qui permet de se positionner à l'international sur ce marché. Si vous allez en Côte d'Ivoire,
tout ce qui est café cacao est déjà vendu à l'international. Donc il faut qu'on essaie de voir comment dans une approche un peu beaucoup plus centralisée, on peut regrouper toutes ces expertises-là et le mettre à la disposition de chaque pays pour qu'on puisse s'en inspirer comme levier de développement. Mais ce que j'insiste, qui me paraît le plus important, c'est qu'il faut que désormais, au niveau des accords de coopération, il y ait une composante industrie qui dise comment on fait pour que dans chaque domaine où on veut contrôler mieux la consommation nationale, contrôler mieux, produire la consommation nationale par le pays, comment on fait pour que l'industrie soit le levier qui permet d'arriver à ce challenge économique et de développement. Est-ce qu'à terme, la levée des barrières douanières peut stimuler les secteurs d'activité non encore exploités par certains pays africains dont les économies sont orientées, qui ont les économies de rente? Mais en fait, c'est à la fois un obstacle aujourd'hui au développement, mais je pense aussi que le fait de lever des barrières douanières à travers le marché ouvert, le marché globalisé, c'est aussi une façon de dire qu'on veut que les industries qui s'installent dans tel ou tel pays puissent travailler à armes égales. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il y a derrière le marché ouvert, c'est le fait de rendre la compétition égale, quel que soit l'endroit où se trouvent les industries. Est-ce qu'elle peut réellement l'être? Mais elle peut l'être à l'échelle d'une région dans un premier temps. Et si les champions de chaque région s'affirment, c'est eux qui vont compétir à l'échelle continentale. Ce qu'il ne faut pas imaginer, c'est qu'on puisse avoir des champions nationaux qui puissent compétir directement avec d'autres champions nationaux. Je pense que ça sera hasardeux. Il y a des pays qui seront lésés, il y a des régions qui seront lésées. Si vous prenez le Maghreb aujourd'hui ou l'Afrique du Sud, ou même un peu l'Afrique de l'Est, le Kenya, la Tanzanie et autres, ils ont déjà des économies aujourd'hui qui peuvent tout de suite être compétiteurs au niveau de ce qu'on peut appeler le marché national, le marché continental africain et même au niveau du marché international. Par contre, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, on a encore du chemin à parcourir. Et c'est pour ça que la question d'avoir une dimension industrie dans nos économies, elle devient une des clés pour que nos pays puissent survivre tout simplement. C'est même pas seulement une question de développement. La survie de nos économies pour que nos populations puissent avoir ne serait-ce qu'une autonomie de leur parcours de vie, ça passe par le fait qu'on produit au moins les produits de consommation courants. Si on n'est pas capable de faire au moins ça, ça va être problématique dans les années qui viennent parce qu'on va dépendre même pour la nourriture du quotidien de l'extérieur et c'est une forme de dépendance qui est insupportable à notre époque. Alors, Safi Radji, pour que cet accord entre en vigueur, il faut qu'il soit ratifié par 22 pays, c'est-à-dire la moitié. C'est-à-dire que nous avons encore beaucoup de temps pour son effectivité. Mais en fait, c'est à la fois vrai et pas vrai, mon cher Gaëtan. C'est vrai que le nombre de départs a une certaine signification. Mais ce que je voudrais, là où je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs, c'est que il faut se rendre compte de ce qu'on annonce comme perspective. On est en train de parler d'avoir un marché unique à l'échelle de 54 pays. C'est très très ambitieux. C'est très très ambitieux. Je ne sais pas les agendas qui sont annoncés, si ça restera dans l'agenda 2063 ou autre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un projet, une vision qui est presque un bing bang pour le développement du continent. Donc il faut prendre les choses à leur juste mesure. Et c'est parfaitement normal que les pays aient besoin du temps pour analyser les impacts, les conséquences de ce genre de démarche avant de ratifier ce type d'accord. Mais ce qu'il faut voir, c'est le symbole qu'il y a derrière le nombre de pays qui ont signé avec sous l'impulsion du président Paul Kagame. Et à ce titre, je voudrais vraiment remercier notre pays de faire partie des pays qu'on citera un jour comme étant les fondateurs, en fait, en quelque sorte, de cet acte important en matière économique. Et en l'occurrence, la représentation qui a été assurée par le ministre Robert Dussé, qui ne cesse de faire en sorte que le Togo soit présent dans tous ces agendas importants pour qu'on puisse, en portant cette vision nouvelle du chef de l'État Faure Eswazina Gnassingbé, montrer que même si notre pays n'est pas un grand pays en termes de géographie, c'est un pays diplomatiquement puissant et ambitieux. Alors, Safi Radji, la libre circulation des personnes et des biens nécessite une véritable révolution en matière d'infrastructure. Est-ce que l'état de ce secteur vous paraît favorable? Mais on est sur des bonnes voies. Il y a des projets qui sont annoncés au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'intégration régionale, le NIPAD, qui montrent qu'on a pris la juste dimension de ce qu'il nous faut corriger, ce qu'il nous faut améliorer rapidement. Si vous prenez l'exemple de notre pays, ou du Ghana, ou de la Côte d'Ivoire, qui sont à côté de nous, en espace de 10-15 ans, il faut voir les sauts qualitatifs qu'on a fait en matière d'infrastructure. Et tout ça, ça montre que le continent a pris le bon chemin, et dans le bon parcours qu'il faut pour arriver au bon niveau, pour capable assurer la mobilité des individus et des marchandises. Et à ce titre, ce que je voudrais dire,
pour vraiment attirer l'attention sur l'importance de cette question des infrastructures de transport, en fait, en réalité, qui est la clé du développement, c'est qu'en fait, nos pays, quand ils font des investissements en infrastructures, on les juge souvent à l'aune du pays. Or, les infrastructures qui sont faites dans un pays servent les intérêts de tous les pays environnants. C'est aussi en ça que la question des infrastructures doit être revue dans cette approche qui consiste à dire, quand le Togo a un port de qualité où on a investi près de 1000 milliards, c'est aussi une contribution du Togo à l'ensemble du développement de toute la région ouest africaine. Donc c'est cette vision-là qu'il faut qu'on cultive désormais dans la région et à l'échelle du continent. Que chaque pays puisse apporter une contribution à cette démarche de vouloir un jour que le continent soit un continent où on peut circuler facilement, on peut se déplacer facilement, parce que la mobilité, comme le disent les économistes, c'est un peu le carburant du développement, c'est un peu le carburant de l'économie. Si vous êtes mobile, ça permet de beaucoup faire circuler beaucoup d'énergie, et donc de faire circuler les expertises, les connaissances, et donc les affaires vivent d'abord des infrastructures qui permettent de se déplacer, vivent d'abord des idées, des projets sur le continent. Donc le fait qu'on mette les infrastructures et le développement au cœur même du dispositif du marché unique, c'est aussi la prise en compte par le continent du fait qu'une des clés de la réussite de ce marché passe par tout ce qui est question de logistique, de transport, des services qui permettent de développer la mobilité des hommes et des services. Les défis institutionnels, l'autre paire de manches dans la réalisation de cet ambitieux projet. Mais au niveau institutionnel, on a quand même progressé. Vous savez, tout ce que l'Union africaine fait pour que, au niveau de l'échelle du continent, les choses soient mieux structurées est à saluer. Moi, je me rappelle bien de tout le boulot, mais vraiment un comportement de vrai patriote, de vrai panafricain du président Alpha Condé, qui a vraiment montré que le continent n'attend personne pour assumer ses responsabilités, n'attend de personne quoi que ce soit pour affirmer le fait qu'il a un rôle à jouer dans le développement futur du monde, dans la croissance du monde, de proposer aussi un modèle économique du monde, un modèle de solidarité dans le monde, et le relais qui a été pris aussi par le président Paul Kagame, qui est à la tête d'un pays qui est un modèle pour le continent, mais aussi un modèle pour le monde. Et si vous regardez ce qui se passe au niveau du Rwanda, c'est quelque chose dont on doit être fier, puisque le Rwanda est cité parmi les pays les plus agréables pour vivre. Alors que c'est un pays où il y a eu un génocide il y a une dizaine d'années, il y a quelques années. Donc, moi, je me réjouis de toutes ces initiatives que le continent prend au niveau institutionnel, mais aussi au niveau national, qui montrent une certaine maturité politique et économique de notre continent. Dans certains domaines même, peut-être que notre continent va être précurseur et un précurseur. Si vous prenez par exemple l'OADA, qui est un régime de droit qui relie 16 pays sur le continent, on a fait la démonstration qu'on pouvait créer un espace économique cohérent en matière de droit économique. Et c'est quelque chose dont il faut se réjouir à l'échelle du continent. Si vous prenez tout ce qui se prépare en matière de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, le continent peut être aussi un modèle, parce que on a, nous, l'habitude déjà dans les entreprises de faire en sorte qu'il y ait une responsabilité sociale qui soit prise en compte, un ancrage local qui soit pris en compte dans la mise en œuvre des projets. Donc voilà des domaines où dans quelques années, le continent sera cité comme modèle, sera cité comme exemple de choses à faire, et c'est en ça que ce projet, qui est d'abord un projet politique et économique, rejoint aussi une vision du monde, une stratégie dans la manière de préparer le monde de demain pour nos enfants. Avec l'ASLEC, Safi Ouradji, ceux qui pensent qu'une autre Afrique est possible ont encore le droit d'espérer. Mais bien sûr qu'on a le droit d'espérer, bien sûr. Vous savez, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses sur notre continent qui permettent de nous vendre comme étant des peuples en lutte, en bataille pour l'avenir de nos enfants, de nos peuples. Il n'y a pas beaucoup de projets qui nous vendent assez bien. Donc moi je considère ce genre de projet, mais là je le dis à titre personnel comme citoyen de ce continent, que le fait qu'on puisse annoncer qu'on va faire ce projet d'espace économique ordonné, cohérent, où il y aura une compétition égale entre les différents acteurs économiques, c'est une façon d'affirmer notre vision sur un continent qui est responsable de son avenir, qui tient en main son avenir. Et pour finir, je dois vraiment vous citer une anecdote qui m'a frappé tout récemment. J'ai lu dans certaines presses que l'avenir du monde sera féminin et africain. Ça me fait plaisir
que quand on annonce l'avenir du monde, on dise que ça sera aussi africain. Et le fait que nous, on donne un contenu à cette Afrique à travers ce marché global, ça me paraît être quelque chose de réjouissant, de motivant pour des gens comme nous qui sommes des apôtres de ce continent, qui vendons le continent à l'extérieur. C'est très réjouissant de voir qu'au niveau institutionnel, il y a ce genre de décisions qui sont prises, qui sont annoncées. Et je finirai par une anecdote du président Macky Sall qui m'a beaucoup frappé au Next Einstein Forum qui a eu lieu tout récemment, où il disait qu'en fait, s'il devait faire une application pour l'avenir du monde, on lui posait la question de savoir qu'est-ce qui serait l'application qui l'intéresserait à proposer au monde entier, puisque la question des applications, c'est l'avenir du monde, c'est ce que tout le monde utilise dans l'économie numérique. Et le président Macky Sall a eu cette réponse que je trouve mais vraiment prodigieuse, c'est de dire, et il faut voir l'audace qu'il y a derrière, c'est de dire, il inventerait la solution qui permettrait la mobilité dans l'espace et dans le temps. Mais croyez-moi qu'aujourd'hui, les Africains se mettent à ce genre d'ambition, ça montre à quel point le continent est vraiment le continent d'avenir. Un continent d'avenir, merci pour votre analyse, Safio Radji, merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes expert comptable, merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. Ce numéro de votre émission Invité Afrique est arrivé à son terme. À très vite pour un nouveau numéro.